Reid, c'est manqué, le rebond pour qui contre non, c'est Derek Hood qui ressort. Copac Bradley. Secondes dans la raquette pour un joueur d'Arkansas, nouvelle balle perdue. Carter à 3 points. Il est en feu dans cette première mi-temps, Chris Carter. Il a déjà inscrit 13 points. Et surtout à 6 sur 7 au shoot. Le Hood face à Cantrell. Faute pour Cissé. 41, c'est Anthony Boone, l'un des deux frères Boone de l'équipe de Mississippi. L'autre, le jeune Michael, lui porte le 40, ne figure pas sur la feuille de match ce soir. On retrouve Arkansas au lancer franc avec Landis Williams. Septième panier de Keith Carter dans cette première période. Keith Carter, bien sûr, meilleur marqueur de la rencontre. Avec 13 points à 6 sur 7 au shoot. Pour l'instant, et toujours égalité, cette fois-ci 22 partout. 7,50 à jouer dans cette première période. Et Keith Carter qui a mis le pied en touche. Davis, c'est manqué récupération Wood. Bradley à 3 points, c'est manqué. Bon. Pour Jason Smith et Michael White. Smith qui fait sauter deux défenseurs d'Arkansas. Après avoir pris le rebond, on le retrouve sous les panneaux adverses. Jason Smith provoque la faute. Il s'arrête, ce bloc provoque la faute de Nick Davis. Le panier n'a pas été accordé par contre. Le lancer franc donc pour Jason Smith pardon. Meilleur rebondeur de l'équipe avec 7 rebonds par match. D'accord, c'est Mississippi qui mène de 2 points dans cette première période. 24-22, c'est vrai, un jeu un petit peu haché quand même, et certainement dû aussi à cette défense non-stop tout terrain d'Arkansas. Qui perturbe un petit peu Mississippi, mais Mississippi qui s'en sort parfaitement bien pour l'instant. Rebond Chris Carter. Arkansas qui a un peu de mal en attaque. Oui, c'est un peu surprenant la manière dont Mississippi attaque cette zone presse tout terrain. On parlait de joueurs relais au niveau du poteau. Quand on attaque une presse et que la presse a lieu sur tout le terrain, on essaye d'avoir un joueur relais qui se situe dans la zone du milieu de terrain. Et il n'y a aucun joueur actuellement. Il doit y avoir une raison. Certainement qui positionne des joueurs en ligne de fond pour essayer
de casser cette zone presse et avoir quelques paniers faciles, mais pour l'instant le meneur de jeu a beaucoup de mal à remonter le ballon rapidement. C'est là où on a besoin de Shamon Williams et Ed Cota. Oui, une paire d'arrière, généralement l'équipe adverse ne proposera pas une zone presse tout terrain, connaissant très bien cette complémentarité de ces deux joueurs-là, qui alternent beaucoup, un qui mène, un qui devient deuxième arrière, ils alternent très très bien. Et ça donne un peu le tournis à une défense. Le lancer franc réussi par en dessous Cizé. Mississippi qui prend maintenant 4 points d'avance, c'est le plus gros écart de la partie. Bradley, bonne passe pour Adebayo, marché. C'était une bonne idée de faire un écran direct ou un pick and roll. Alors on voit là. C'est une prise de position très agressive. Un peu trop limite. Allez, 9 balles perdues de chaque côté. On n'est même pas à la fin de la première période, c'est beaucoup. Surtout que ça a été des pertes de balles qui ont donné souvent des paniers faciles à l'opposé du terrain. Oh là là, quel shooter ce Keith Carter! Il a loupé qu'un shoot, il est à 7 sur 8. 16 points pour Keith Carter. Il reste encore 6 minutes, c'est-à-dire 16 points en 14 minutes. C'est lui qui tient son équipe, 16 des 28 points. Son équipe et qui leur permet de faire le break, surtout sur des paniers à 3 points, qui font un petit peu la différence en cette première mi-temps. C'est certainement l'effet des chaussettes qui remontent jusqu'au genou, qui lui donne un bon fluide pour l'adresse. Non, c'était une plaisanterie, mais il faut noter aussi que les shoots que prend Keith Carter sont des bons shoots, qui sont une bonne succession de passes, qui l'ont bien décalé. Et c'est un joueur à droit qui ne force rien et qui ne fait que les bons choix. Il se met dans une situation de réussite que pas toujours les jeunes joueurs sont capables de faire. Il est capable d'analyser quels sont les shoots qu'il peut prendre et quels sont les shoots qu'il ne peut pas prendre. Et pour l'instant, il n'a rien fait de forcé pour lui. Et comme en plus c'est un joueur relativement adroit, il s'est mis dans une spirale de la réussite. Oui, on voit que Arkansas c'est un petit peu en retard à 6 minutes de la fin de la première mi-temps, parce que pour l'instant Mississippi de perdre un peu moins de ballons en attaque, ce qui leur permet d'être mieux positionnés en défense, et Arkansas n'a plus les paniers faciles qu'ils ont eu donc pendant les 10 premières minutes, et donc Mississippi repasse devant parce que Arkansas a beaucoup de mal sur le jeu placé. C'est ici Keith Carter sur Pat Bradley. On voit une équipe d'Arkansas qui utilise moins l'espace, la largeur du terrain. C'est peut-être une des raisons pour laquelle d'ailleurs Mississippi ne positionne pas de joueurs en poste haut et préfère attaquer comme au bon vieux temps en fer à cheval cette défense d'Arkansas pour leur créer des difficultés en utilisant bien tout l'espace. « 14 points, 95% lancé franc, Pat Bradley. Un shooter. Et nouvelle balle volée par Arkansas sur ce pressing. Et une mauvaise passe de Cissé qui aurait pu faire une passe à terre à Keith Carter. Et derrière, Pat Bradley à 3 points. Ça s'appelle un shoot arc-en-ciel. Il a touché le plafond. Il n'y a pas les bannières, mais c'est quasiment ça. Dire que c'est un bon moyen d'être en taux de réussite, ces shoots-là. La balle est vraiment au-dessus du cercle et le cercle, pour la balle, elle paraît un peu plus grand. La courbe dans un shoot est très importante. Et là, c'est une courbe quasiment parfaite. Le smash est la meilleure courbe puisque la balle est déposée au-dessus du cercle. Et un shoot qui
qui touche quasiment le plafond et un bon shoot aussi puisque la balle retombe et a vraiment beaucoup plus d'espace pour rentrer dans le cercle. On dit bien que quasiment 2 ballons peuvent rentrer dans un cercle en même temps. Et là, c'était vraiment une bonne courbe. Darby en tout cas qui continue à marquer des points, cette fois-ci au lancer franc. Mississippi, 5 points d'avance, 5 minutes à jouer dans cette première période. Et Arkansas en attaque. Nicolas qui a manqué, shoot à 3 points, rebond pour Cissé. Et toujours en dessous Cissé quand il n'est pas au rebond. Il est en attaque. Vraiment un joueur très très complet. Et de l'autre côté, c'est Derek Hood. Oui, un mauvais repli défensif, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Sur un panier marqué, d'encaisser un panier de ce type-là de la part d'Arkansas. Quand on marque un panier, il faut retomber vite les pieds sur terre. Le basket est un sport où tout va très vite. Il faut se reconcentrer tout de suite. Toujours Cissé. Cette fois-ci, par contre, le shoot est manqué. Et la faute au rebond pour Johnny Rogers. Troisième faute pour Johnny Rogers alors qu'il venait du banc. Retour de Flanagan et de Raïm Lecarte dans quelques instants. Et bien Hood qui peut ramener son équipe à 3 points. Et voici. C'est vraiment le match qui paraît un petit peu haché jusqu'à présent, mais qui est un match d'une bonne qualité de jeu. Il y a beaucoup de pertes de balles, mais il y a aussi beaucoup d'arrêts de jeu avec ces changements à répétition de la part des deux équipes. Et Mississippi qui mène de 4 points. Il y a beaucoup de rotation, mais Keith Carter, lui, reste sur le terrain. Cissé aussi d'ailleurs, sont les deux pièces maîtresses de l'équipe. Bradley, il est tout seul, Bradley. On se bat au rebond. Faute offensive. Il a fait un petit peu l'ascenseur, comme on dit au football. Rugby aussi. Sur les touches. Sur les touches a un petit peu changé avec la nouvelle réglementation. On a le droit. Comme vous le savez, quand il y a un shoot et que la balle est en l'air, elle n'appartient à personne. Et quand elle n'appartient à personne et qu'il y a une faute, eh ben, il y a les lancers francs. On va retrouver. On joue Cissé au lancer franc. Donc, la voilà l'occasion de placer mon histoire sur Anjou Cissé. Il faut savoir qu'à l'origine, Marie, qui est sa maman, ne voulait absolument pas qu'il intègre Mississippi parce qu'elle avait entendu dire que dans cette université, dans cet état, il y avait beaucoup de discrimination raciale, qu'on favorisait les blancs et qu'elle ne voulait pas que son petit Anjou aille là-bas à Mississippi. Et donc un jour, c'est coach Robbie Vance qui appelle Madame Cissé, pour lui dire, pour essayer d'assister, d'arriver à la convaincre de faire venir son fils. Et elle voulait vraiment rien entendre. Et il avait mis l'écouteur. Et sa femme, Robbie Vance, entend la conversation. Elle lui prend le téléphone. Et elle dit Rob, ça c'est une histoire entre mère de famille, pas entre un entraîneur et une mère. Et elles ont discuté une demi-heure ensemble. Et finalement, Madame Evans a dit à Madame Cissé, vous savez, nous on serait pas là si c'était comme vous le disiez. Nous on est noirs aussi. Notre fils va à l'école là-bas. Notre fils est en high school là-bas. Et il n'a aucun problème, je vous assure, votre enfant peut venir. Et au bout d'une demi-heure, finalement, Madame Cissé a été convaincue par Madame Evans. Et Anjou Cissé est venu signer à Mississippi. Donc coach Robbie Vance peut dire merci à sa femme. Parce qu'à la base, Anjou Cissé vient de Houston dans le Texas. Je savais que pour le recrutement, on se servait des fois des amis de l'université, les anciens joueurs
Et je ne savais pas de la femme de l'entraîneur. Et puis là, c'est tout à fait le hasard, puisque il disait bien, enfin, elle disait bien, Caroline, puisque c'est le nom le prénom du moins de la femme de Robbie Vance, Caroline, que c'était vraiment le hasard. Elle entendait parler son mari et elle n'aimait pas du tout ses arguments et elle trouvait que ça c'est une discussion qu'il fallait avoir entre mère de famille et non pas entre coach et mère. Sympa l'anecdote quand même. Oui, et ça prouve l'intelligence de la maman qui s'occupe de l'éducation et pas simplement du basket du fiston. C'est important. C'est important pour ces jeunes joueurs d'avoir une solution de secours si le basket ne fonctionne pas tel qu'ils le souhaitent. On peut être heureux sans le basket aussi, même si c'est votre passion. En tout cas, je pense que Robbie Vance doit remercier sa femme d'avoir insisté, parce que c'est vrai qu'en dessous Cizet aura connu une progression remarquable tout au long de ses 4 ans. Peut-être un premier tour de draft l'année prochaine, enfin à la fin de la saison du moins. Parce que c'est un ailier de 2,07 m quand même. Au départ c'était un 5 en high school, il jouait comme pivot, et exclusivement près du cercle, disait son coach là-bas. Et quand il est arrivé comme ça en université, son coach il a fait moyen d'améliorer son shoot extérieur, et il paraît que la deuxième année il arrêtait plus de shooter à 3 points, il n'était plus du tout près du cercle. Oui, il avait oublié d'utiliser la polyvalence. Souvent c'est le réflexe de ces jeunes joueurs, même en France, quand on travaille sur le shoot, on se dit ben maintenant je vais shooter, et on ne fait que shooter. L'intéressant dans le shoot, c'est que ça vous permet d'ouvrir votre jeu et d'avoir plusieurs facettes et d'être polyvalent. Alors si vous ne faites que shooter, vous n'êtes pas polyvalent. Il faut shooter, percuter pour aller marquer un lay-up et percuter aussi pour créer pour les autres, ce qui est une facette du jeu que les joueurs ont tendance à oublier, percuter au bon moment pour créer un décalage pour les coéquipiers. C'est exactement ce qu'a dit Robbie Vance, son coach. Comme quoi, hein. Il a dit, ça y est, la première année, il jouait intérieur, la deuxième, il jouait arrière, shooter. La troisième année, c'était un peu mieux, il fallait qu'il comprenne. Et cette année, vraiment, il explose parce qu'il a amalgamé la totalité du jeu. Et que maintenant, il fait les bons choix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans le top 10 de 9 statistiques de la conférence. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant, tout à fait. Il est à 15 points, enfin 14,8, 8 rebonds. 2,4 passes décisives, 1,2 blocs, enfin il est partout. Tout en continuant de discuter, il y a toujours des rotations dans tous les sens de les deux équipes. Voilà. Ah, un shoot manqué par Chris Carter. Oui, mais c'était un bon choix. C'était un shoot après une percussion d'un coéquipier. Un shoot ouvert. Alors qu'on l'a vu en marquer un 2 points juste avant sur un rebond. Il en est à 18 points en cette première période, Chris Carter. Le numéro 33 de Mississippi. 7 sur 9 au shoot. « 8 sur 10 même maintenant. 8 sur 10. Michael White au lancer franc. L'un des 3 seuls joueurs à avoir démarré tous les matchs la saison dernière et à être dans le 5 de départ également cette saison. Pas un gros scoreur, pas un gros marqueur, pas un gros passeur, mais comme dit son coach, un joueur qui a énormément de cœur et qui se met au service de l'équipe. Effectivement, il n'a pas de nombreuses passes décisives, mais le jeu de Mississippi est fait de telle manière qu'il y a beaucoup de joueurs qui touchent la balle dans les mains, et c'est pas un joueur avec un meneur de jeu. Tous les joueurs sont des meneurs de jeu, donc ce qui explique qu'il est le meilleur passeur de son équipe à 3,7 passes, ce qui est relativement peu, mais c'est une structure de jeu un peu particulière. C'est un jeu où on utilise et on essaye d'utiliser toute la polyvalence. C'est intéressant, mais à certains moments, ça peut être dangereux parce que dans les moments importants, il faut savoir qui va prendre les responsabilités. On va voir si en fin de match, si le match
va être serré si l'équipe de Mississippi, par leur manière d'attaquer, sont capables de gérer des matchs serrés. La confirmation de ce que vous dites, c'est que les 2 derniers matchs, ils l'ont perdu de 2 points à Georgia et de 1 seul point à Auburn. C'est un des problèmes de cette attaque. C'est intéressant cette attaque d'une manière générale, mais je pense qu'à certains moments du match, il faut qu'un joueur soit le détonateur. À Villeurbanne, on sait tous que le jeu collectif de Villeurbanne est exceptionnel, mais Delaney-Rudd est le détonateur et celui qui assume les responsabilités. C'est pas simplement assumer pour shooter, mais aussi assumer pour passer, pour faire le bon choix. Et je pense qu'en équipe de France, cet été, on aura Antoine Rigaudot qui sera le responsable de cette attaque à certains moments. Parce que l'équipe de France au complet sera une équipe de France vraiment d'un bon niveau. Ça c'est clair. Peut-être avec l'incorporation de Tariq Abdul-Wahad. Allez savoir, mais déjà c'est vrai qu'avec le niveau qu'a atteint Antoine Rigaudot, éclosion de tous les jeunes talents à l'intérieur également. Ça a été le travail de longue haleine qu'a fait Jean-Pierre de Vincenzi. Et on espère pour lui qu'il arrivera à satisfaction cet été parce qu'il devait avoir un 99, excusez-moi, parce qu'il avait un sentiment de frustration énorme. Après les championnats d'Europe, vous voyez les points de Chris Carter. Grosse performance, va falloir certainement lui coller quelqu'un au basque en deuxième mi-temps parce que 18 points en une seule période pour Chris Carter, ça fait quand même beaucoup. Oui, et effectivement un gros pourcentage d'adresse, c'est peut-être pas tous les soirs non plus, mais un changement de défense de Mississippi qui est passé en défense de zone 3-2. Mais on le répète, les défenses de zone varient, c'est une structure de départ et une défense de zone 3-2 peut devenir une défense 2-3, une défense 1-3-1. Ça dépend des options prises par les entraîneurs. Et on a vu un shoot complètement manqué de Pat Bradley. Et rebond de Derek Wood dans les 30 dernières secondes de la première mi-temps. 5 points d'avance pour Mississippi sur le parquet d'Arkansas. Faut-il le rappeler, un parquet où il n'est jamais facile de s'imposer. Arkansas, en tout cas, s'il existait un titre de la meilleure progression de l'année, indéniablement, il pourrait y postuler. Éliminé l'année dernière au tournoi NIT de consolante, pourrait-on dire. Cette année, vraiment bien placé pour la March Madness. « 26 secondes à jouer. Balle pour Arkansas. Avec Pat Bradley. On va attendre les 8-10 dernières secondes pour commencer à attaquer le cercle, pour surtout ne pas laisser une deuxième possession à Mississippi. Avec Tariq Wallace peut-être à 3 points, 10 secondes de la fin. Oui, mais c'est un peu vite. C'est un petit peu tôt, mais ça fait 3 points quand même. C'était un bon shoot et un pressing derrière qui va gêner la remontée de balle. Vous voyez, il restait 8 secondes au chrono et finalement il prend le shoot. Ils ont eu 2 secondes de possession. Je pense que Keith Carter, il faudrait savoir exactement le décompte des temps morts parce qu'il aurait pu prendre un temps mort sur cette remise en jeu. Effectivement. Allez, on se quitte, ça va très vite. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période. A tout de suite.
Nous voici de retour pour la deuxième période de cette partie entre Arkansas et Mississippi. Vous voyez la stat énorme, les 18 points de cet homme-là, Chris Carter en première période. 18 points à 7 sur 9 au shoot. Et 40-38, 2 points d'avance pour Mississippi sur le parquet d'Arkansas, mais une première période en tout cas extrêmement serrée entre les deux équipes. Un pourcentage de réussite de Bradley nettement inférieur comparé à Keith Carter. Pour une bonne et simple raison, je pense que la défense de Mississippi est vraiment bien organisée autour de Bradley. Il lui a laissé peu de shoots, si ce n'est aucun shoot facile. Il a été obligé de prendre des shoots arc-en-ciel, des shoots avec un joueur dans le dos, avec une grosse pression. Et un des problèmes de Bradley, justement, on parlait de la polyvalence des joueurs, et dans cette première mi-temps, a peu attaqué le cercle, a pris beaucoup de shoots extérieurs, alors qu'il avait une défense qui le serrait. Il va falloir qu'il essaye de revoir ça en deuxième mi-temps et d'attaquer un peu plus le cercle sur cette deuxième mi-temps s'il veut rehausser son pourcentage de réussite. En tout cas, c'est lui qui vient de donner l'égalisation à Arkansas, 40 partout. On voit les statistiques globales, effectivement 45%. C'est un petit peu plus pour Mississippi et surtout 21 lancers francs chutés pour Arkansas, 14 pour Mississippi, beaucoup de lancers francs chutés. Un pourcentage de réussite très faible d'Arkansas, 38%, quand on sait qu'ils ont eu au moins 20 points marqués sur un jeu rapide, ce qui est 20 points de quasiment 100%, c'est-à-dire leur pauvre taux de réussite sur le jeu placé. C'est une des clés du match de la part de Mississippi, bien attaqué pour laisser peu de paniers de contre-attaque sur cette deuxième mi-temps. Ce sera certainement la clé. Arkansas qui démarre en trombe cette deuxième période avec un 4-0 pour reprendre le commandement de la partie. Michael White, Keith Carter. Keith Carter qui continue. Il en est maintenant à 20 points. Reed. C'est la deuxième fois dans le match que ça se produit. Un panier marqué et tout de suite un panier facile marqué à l'opposé du terrain sur un jeu de contre-attaque. Généralement, quand on marque le panier, la défense peut organiser le repli. Et là, le repli défensif de Mississippi était de faible qualité. C'est des paniers faciles que l'on ne doit pas laisser. Souvent, un match se compte par la différence de paniers faciles marqués par une équipe ou par une autre tout au long d'un match. Tony Boone qui vient de faire un airball à 3 mètres là, et Pat Bradley bien servi à 3 points. Voilà une bonne position pour Pat Bradley et des bonnes positions. En général, il met dedans. Et Arkansas, si on compte les dernières minutes de la première période, vient d'infliger un 14-2 à Mississippi en 3 minutes 15. Robbie Vance qui demande tout de suite le temps mort. Et ça fait un 9-2 depuis la reprise. On voit cette pénétration de Karim Reed. Et Arkansas qui a repris la tête, 5 points d'avance, c'est le plus gros écart de la partie. Mississippi à un moment donné a compté 4 points d'avance. Et vous voyez l'ambiance comme d'habitude dans les salles NCAA. Plus de 20 000 personnes au Bud Walton Arena de la Fayetteville pour cette rencontre. Et on retrouve ça de temps en temps en NBA, mais surtout pour les playoffs. En NCAA, c'est tout au long de la saison. Des salles de plus de 20 000 qui sont régulièrement pleines à craquer. On parlait tout à l'heure de cette attaque de presse de Mississippi. Il n'y a toujours aucun joueur dans l'intervalle du milieu ou au poste haut. Boone qui se bat bien par contre au rebond. Keith Carter à 3 points, c'est manqué. Rebond pour Nick Davis. Ça, c'était un shoot difficile. Mais bon, quand on commence bien le match et qu'on commence à être adroit et à se mettre en confiance, on peut de temps en temps chercher à provoquer des shots, à créer des shoots difficiles. Et comme on est dans un taux de réussite, c'est ce qui permet de temps en temps de marquer des paniers chauds, de bien commencer le match, d'avoir une bonne entame. Ça permet de prendre quelques risques un peu plus tard. Par contre, si vous ratez des choses difficiles, vous allez certainement faire des mauvais choix un peu plus tard dans le match. C'est-à-dire que même un shoot facile, vous ne le prendrez pas parce que vous avez fait un choix absurde auparavant. Faute de Nick Davis. Une bonne position là, non, finalement il préfère s'approcher du cercle, c'est manqué. Jason Darby et un gros rebond d'Eric Wood derrière. Il joue avec Karim Reed. Ça arrête à 3 points. Karim Reed. Et ça continue pour Arkansas dans cette deuxième période.
Cette fois-ci, c'est non pas Kamrid, mais Tariq Wallace à 3 points. Ça lui fait du bien, Tariq Wallace. Lui qui en était à 6 sur 30 lors des 5 derniers matchs à 3 points. C'est-à-dire pas grand-chose, 20% seulement. Et là, il vient d'inscrire ce panier à 3 points qui lui fait du bien, qui va le remettre en confiance. Tariq Wallace. « 17 à 2, il va falloir penser à s'approcher du cercle et à emmener... Ouh, quelle claquette et quel dunk! C'est Anthony Boone. J'allais vous dire, à s'approcher du cercle, essayer de marquer quelques paniers faciles. Et il y a deux manières de porter le ballon à l'intérieur, par un joueur ou un jeu de fixation dos au panier ou par une percussion. Là, on est un peu trop en périphérie. On reste un peu trop sur cette attaque en fer à cheval, très écartée de la part de Mississippi. Mais quel rebond! Anthony Boone, peu de talent, mais une énorme détermination. C'est pas de moi, c'est de Jeffrey Moore, le préparateur physique de Mississippi. Ce qui fait la différence. On voyait un des meilleurs rebondeurs pendant des années en NBA était Charles Barkley. Il n'était pas un joueur de grande taille, mais il avait une grande détermination pour tout ce qui est le domaine des rebonds, comme Dennis Rodman. Anthony Boone, son entraîneur, le surnommait le sac à patates quand il est arrivé. C'est dire toute l'estime qu'il avait pour la fluidité de son jeu. Il disait vraiment quel cœur ce joueur exceptionnel. C'est certainement une marque de respect. Oui, quelque part, oui. Être un sac à patates et être capable de jouer à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a autre chose. On n'a pas que des joueurs de talent dans une équipe, il faut un juste équilibre, il faut des joueurs qui fassent le travail obscur. Et lui, certainement un des joueurs qui accepte sur l'obscur dans une équipe. Bah, c'est ce qu'il dit, alors qu'on revoit le alley-oop là entre Bradley et Derek Wood, c'est ce que lui dit. Il dit, moi de toute façon je sais faire deux choses, c'est la défense et le rebond, donc je me concentre sur ce que je sais faire et j'essaie de bien le faire. C'est une perte ça dans une équipe. Et pour l'entraîneur. Et pour l'entraîneur bien sûr. Nouveau temps mort. Alors qu'on a vu donc Jason Flanagan remplacer Michael White pour mener le jeu de Mississippi. Michael White qui était fort bien pris par la défense d'Arkansas depuis le début, qui n'arrivait pas vraiment à être décisif. On revoit les classements donc de cette conférence SEC. Division Ouest. Celle qui est menée par Kentucky, l'autre est menée par Arkansas. Flanagan. Bonne passe de Flanagan. Oui. Anthony Boone qui retombe, qu'on va retrouver au lancer franc. Une très bonne percussion, il a libéré la balle au bon moment, dans le bon timing. Il a bien pris l'intervalle et regardez, il va voir la défense venir un peu sur lui. Et tout de suite, à ce moment-là, il fait la passe. Une faute. C'est un des principes de jeu qu'on retrouve beaucoup dans tous les sports collectifs. C'est un des thèmes chers à Pierre Villepreux au rugby. Libérer la balle au bon moment, dans les bons intervalles. On retrouve ça au basket, au handball. Vous voyez, c'est genouillère, Anthony Boone qui a eu deux graves blessures consécutives au genou. À chaque fois en fin de saison ou pendant l'été. Et c'est la première fois depuis qu'il est en université qu'il a pu s'entraîner correctement cet été sans être blessé. Pour la première fois, il a pu en profiter, c'est ce qu'il disait. Rebond Nick Davis. C'est vrai qu'il a entamé les deux saisons précédentes sans jouer avec ses blessures au genou qui tracassait. Et là, Anthony Boone qui est parfait cette saison. Donc de l'autre côté, Nick Davis a pris ce rebond offensif. Arkansas qui maintenant mène 54-46, plus 8. Et Nick Davis qui se tient éloigné du cercle, donc qui est très difficile à contrôler pour la défense, à le tenir éloigné. Et il est très mobile et très habile de ses bras et de ses mains. Il fait que 2,06 m, lui, Nick Davis, et c'est pourtant le deuxième rebondeur NCAA avec 12 prises par match. C'est un joueur de grande taille mais très fin, donc il compense son manque de puissance, son manque de poids par une vivacité très grande.
que n'ont généralement pas les joueurs de 2m6 ou 2m7. On a un autre joueur de 2m7, en dessous Cizet, qui vient ici prendre le rebond offensif, fin de pouce pour lui. 15 minutes à jouer encore dans cette partie. Plus 6 pour Arkansas, c'est interception de Mississippi, mais ça va sortir. C'était Jason Smith. Possession qui va revenir aux joueurs d'Arkansas. On voit que comparé à des équipes comme UNC, c'est les deux équipes qui n'ont pas de vrais joueurs intérieurs dos au panier comme on l'entend, des joueurs de fixation. Ce sont des joueurs mobiles, polyvalents. On emmène le ballon à l'intérieur sur une coupe d'un des joueurs, mais jamais sur une fixation statique. Beaucoup de mobilité. C'est des choses peut-être qui manqueront un petit peu dans le tournoi final. On a souvent besoin d'un big man, comme l'on dit dans toutes les équipes, pour avoir des paniers à haut pourcentage de réussite. Un panier à haut pourcentage de réussite, c'est le panier à 1 mètre, 2 mètres du cercle. Toutes les bonnes équipes européennes ont un joueur de grande taille, et toutes les bonnes équipes universitaires ont des joueurs de bonne taille. Je pense que ça peut être un handicap pour ces deux équipes, pour Mississippi et Arkansas dans le futur, de manquer un joueur de grande taille et puissant, parce qu'ils ont des joueurs de 2m5, 2m6, mais qui jouent comme des ailiers. Ce n'est pas des vrais intérieurs. Darby, faute offensive pour Jason Darby. Mississippi maintenant qui a 2 joueurs à 4 fautes. Et ça commence à être difficile, mener de 8 points. Et surtout, le public qui porte maintenant ces joueurs d'Arkansas, qui a mis une mi-temps à prendre la mesure de Mississippi. Tariq Wallace à 3 points. Ah, c'est ce qui lui manquait, d'en réussir 1 ou 2 consécutivement. Je vous le disais, pardon, excusez-moi. Oui, et on vient de voir une attaque très intéressante, une attaque avec 2 doubles écrans en poste haut, alors que généralement les doubles écrans se positionnent en poste bas, ce qui permet d'utiliser la polyvalence des joueurs en fonction de la défense. Le double écran s'éclate de telle ou telle manière. Merci d'avoir pris le relais, j'avais un petit peu de mal avec le chat que j'avais dans la gorge. J'étais en train de dire que donc Tariq Wallace, qui était à 6 sur 30 lors des 5 derniers matchs, je vous le rappelle, vient de réussir 2 consécutivement. Et là, si la machine se met à retrouver la cible, le joueur en confiance comme ça peut enchaîner une belle série de shoots comme ça. On voit la prise de position en poste bas de Nick Davis. L'action qui a emmené le panier à 3 points était vraiment, pour un entraîneur, intéressante. C'était un double écran qui s'éclatait d'une manière qui profitait selon le positionnement des défenseurs. En poste haut, c'est rare, le double écran de telle manière. Lance franc Arkansas. Thompson. Quatre points ce soir pour Lee Thompson. Il n'était pas dans le roster d'Arkansas en début de saison. Oui, c'est la chance que l'on a aux États-Unis, c'est d'avoir beaucoup de joueurs de basket. Et dans une université, il y a des joueurs qui viennent se proposer, qui sont étudiants, qui veulent jouer, qui veulent participer au groupe. Donc il y a toujours une forte émulation. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence. Pourquoi le basket aux États-Unis est d'un tel niveau. Il y a une grande émulation que l'on n'a pas en France, du fait aussi du nombre de la population. En France, quand il y a un bon basketteur, aux États-Unis, il y en a 6 ou 7. Et ça change beaucoup de choses. Ça change des choses au niveau mental, au niveau physique. Les joueurs font beaucoup plus de travail de musculation. Et au niveau du shoot, l'émulation est bénéfique. Mais le nombre fait l'émulation aux États-Unis. Et puis l'éducation qu'ils reçoivent. Alors le nombre d'heures de sport déjà dès le début à l'école pour dénicher les talents, chose que nous en sport, à l'école on a 2 heures. Et encore quand... Oui, mais...
Enfin, je ne vais pas être désagréable, mais oui, c'est vrai que le sport à l'école en France, c'est pas génial quand même. C'est vrai, mais le sport à l'extrême comme aux États-Unis, ce n'est pas non plus toujours une bonne chose. On voit que des fois l'éducation aux États-Unis dans les universités est un peu factice. Il y a peut-être un juste milieu comme l'Allemagne, voire l'Angleterre à trouver. Ou même la Suède. La Suède, je pense, est un modèle en Europe pour l'éducation sportive. On donne la chance à des jeunes joueurs de faire du sport pendant 2 saisons et on leur permet de réintégrer le système scolaire sans qu'ils ne soient pénalisés. Ouais, ça c'est bien. Et c'est valable pour le sport comme c'est valable pour tout ce qui est musique, dessin, peinture. Non mais c'est vrai, on n'exploite pas le côté artiste en France. Fais un bac C, fais des maths et puis cherche du boulot après mon petit. Alors qu'effectivement il y a peut-être d'autres créneaux culturels ou sportifs à développer. Et puis c'est vrai que chacun a ses propres talents. Et en tout cas, en général, c'est vrai que tous ces champions qui sortent de l'université, même s'ils n'intègrent pas tous la NBA, voire le championnat professionnel, quel qu'il soit, auront au moins une culture double, à savoir le sport et l'école. Et c'est vrai que le sport, c'est comme une école de vie, c'est vivre en collectivité, c'est un certain nombre de choses comme ça qui font qu'en général, ce sont des bons gars en sortant. Oui, puis ce sont des joueurs qui n'auraient rien s'il n'y avait pas le basket, et c'est un moyen pour eux d'intégrer la vie sociale. Et puis quelques grands souvenirs. Quand on voit de loin comme ça, ces salles de 20 000 personnes remplies pour des matchs de basket universitaire. On imagine quand on appartient à telle université comment on doit la défendre avec les ongles. On voit encore le public de North Carolina envahir le parquet face à la victoire face à Duke. Comme si c'était la finale des championnats du monde. Et on discute, et Arkansas a pris 10 points d'avance maintenant et 12 peut-être là-dessus, non. 2 shoots faciles manqués et récupération Chris Carter pour Mississippi. Chris Carter qui n'a pas l'adresse de enfin quoi que là c'était Michael White. Il est revenu à la place de Flanagan, Michael White. On a vu sur la dernière possession de balle, sur la montée de balle, pour la première fois du match, Raheem Lockhart prendre la position au milieu du terrain. C'est un des points clés, le milieu de terrain, le poste haut. C'est le deuxième meneur d'une équipe et souvent le poste haut et le numéro 4. C'est le joueur qui est en situation d'assumer les renversements de jeu. C'est un joueur qui doit prendre des décisions très vite, voir s'il peut rejouer avec le poste bas, ce qu'on appelle le jeu en triangle, ou voir s'il peut jouer à l'opposé, ou voir s'il peut jouer pour lui-même. C'est un joueur clé. Il demande donc une faculté à lire le jeu rapidement et bien si possible. Et Carter qui n'a pas marqué depuis un petit moment. C'est lui qui a égalisé pour à un moment donné pour marquer ses 20e points en tout début de deuxième mi-temps, mais là depuis un moment Chris Carter est bien pris par Tariq Wallace en défense. Et Tariq Wallace, on en parlait, qui en plus a la chance en attaque. Ça fait 4 sur 4 à 3 points pour lui. Et 18 points au total. Tout en s'occupant de défendre sur Chris Carter. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et en deuxième période, Tariq Wallace qui a marqué 11 points. Chris Carter seulement 2. C'est dire qu'il fait son job et en attaque et en défense. C'est souvent le cas. Souvent quand on est bon en attaque, on trouve aussi le rythme de l'attaque par la défense. Et on trouve aussi le rythme de la défense par l'attaque. On ne peut pas faire comme au handball, que attaquer ou que défendre. Et quand on est bien sur les deux parties du terrain, on fait souvent des très bons matchs. Mais beaucoup d'entraîneurs disent que pour être bien attaqué, pour faire les bons choix en attaque, il faut d'abord bien commencer à défendre. Ça vous donne un bon rythme et ça vous donne le tempo du match. Smith au lancer franc. Le meilleur voleur de ballon de l'équipe de Mississippi, Jason Smith. Alors qu'on voit certainement ce dernier panier à 3 points de Tariq Wallace.
avec la chance. Oui, mais il était bien shooté, il était shooté à l'opposé, il a touché le cercle à l'opposé du cercle, de l'endroit d'où il avait shooté. C'est une bonne chose. C'est un peu comme au golf, quand on tape un birdie, il ne faut jamais taper la balle, il ne faut pas que la balle s'arrête avant le trou. Et on voit souvent des joueurs qui ont peur de lâcher le bras et qui tapent toujours le devant du cercle. Et là, c'était un bon shoot, il a tapé le derrière du cercle. Et au golf, quand on tape un birdie, si on veut réussir un birdie, il faut mieux que la balle soit un peu plus longue. Et si elle est toujours devant, la balle, on ne tapera jamais un birdie. Le stade de Tariq Wallach, 17 points, 4 sur 7 à 3 points. Et beaucoup de références à de nombreux sports, Sylvain, aujourd'hui. Merci beaucoup. Le golf, le handball. Il y a beaucoup d'analogies dans le sport et dans le basket. Et dans tous les sports, on peut trouver des images. Et j'essaye de donner un petit peu des images parce que les jeunes joueurs, il faut qu'ils s'ouvrent un petit peu à d'autres cultures. Une passe de Cissé, mais mal réceptionnée par Smith. Jason Smith qui a beaucoup travaillé tout l'été pour être au niveau à la base. Un super défenseur, je vous disais, c'est le plus gros voleur de ballon de l'équipe, mais a des progrès à faire en attaque. Toujours cet écart qui se stabilise à 10 points en faveur des Razorbacks d'Arkansas. Oui, le jeu passe pour Thompson. Et le jeu d'Arkansas a changé et on utilise moins la polyvalence, on se rapproche du cercle. On a fait un petit écart, maintenant on doit gérer cet écart-là. On voit que Arkansas commence dans une structure 1-4 qui leur permet de venir du poste haut au poste bas. Une structure chère à John Wooden, à UCLA. On a vu le panier à 3 points de Michael White, un petit accrochage derrière avec Karim Reed qui vaut une faute à Michael White. Karim Reed qu'on va retrouver au lancer franc. Karim Reed qui est le deuxième passeur de l'histoire d'Arkansas derrière le fameux Lee Maybury. Il a inscrit ses 2 lancers francs. Et 11 points d'avance maintenant pour Arkansas. On va bientôt rentrer dans le dernier quart de cette partie. Et une nouvelle interception de Thompson. Un jeu de Mississippi qui s'est effrité en 3 minutes. Et à 3 points, pas de Bradley. Ça fait plus 13 maintenant, puisqu'il avait le pied sur la ligne a priori. Et cette fois-ci, c'est le plus gros écart de la partie. On voit une très bonne défense d'Arkansas qui change un petit peu selon l'évolution du score. Tout à l'heure, le score était serré. Ils allaient refaire des prises à 2 loin du panier. Ils allaient prendre quelques risques. Maintenant, Arkansas a fait un petit peu le break et à plus 13 et change un petit peu et se positionne pour surtout ne pas laisser de shoot facile à l'équipe de Mississippi. Ils gèrent très bien leur écart et c'est une preuve de maturité de la part de ces jeunes joueurs, en sachant que le chef d'orchestre est l'entraîneur et le meneur de jeu sur le terrain. Vous avez certainement vu l'incrustation juste avant sur une anecdote assez marrante, puisque la plupart des joueurs de Mississippi habitent dans l'Arkansas. 2 d'entre eux, Hunter Carpenter et l'autre, c'est qui d'ailleurs, j'ai un petit peu de mémoire, Jason Flanagan, voilà. Sortent de Little Rock en high school dans l'Arkansas, le département voisin. Très bien. On préfère quand on est jeune étudiant s'éloigner un peu de la famille et vivre vraiment la vie d'étudiant, être loin de papa et maman et découvrir les choses. Voilà, c'est assez marrant parce qu'ils jouent pour Mississippi, mais ils habitent encore dans l'Arkansas.
John Cantrell est rentré, le 0 pour Mississippi. Solly Thompson qui joue pas mal. Solly Thompson qui avait manqué les 12 premiers matchs de la saison suite à une blessure, ce qui explique le fait de ne pas avoir été incorporé dans l'équipe de début de saison. Maintenant, il a tout à fait retrouvé ses capacités et son niveau de jeu pour entrer dans la rotation de l'Arkansas, et il apporte beaucoup. Allez, spectaculaire. Même s'il n'y a pas le dunk au bout, il était complet déséquilibre. Toujours ce diable de Thompson. Ce n'était pas un alley-oop pour se matcher, mais c'est une passe dans l'espace on lui a fait preuve d'une grande intelligence. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il a simplement essayé de s'appliquer pour assurer le panier. Pas besoin de dunker pour avoir des alley-oops spectaculaires. On pense à notre top 10 de la semaine dernière avec Toby Bailey, le joueur de UCLA, qui a rattrapé un alley-oop main gauche, qui l'a passé dans sa main droite et avec un espèce de moulinet a inscrit le panier. C'était le numéro 2 du top 10. Le numéro 1, c'était Hawaii dans une superbe action. Top 10 qu'on retrouve toutes les semaines à la mi-temps du match d'Euroleague. Top 10 de Nicolas Devirieux. Et vous, Rémi, vous croyez avoir vu la semaine dernière le numéro 1 du top 10 dans le match UNC Duke, qui mentalement était vraiment le numéro 1, mais malheureusement il y avait eu le petit déchet à l'arrivée. Sans trahir de secret, je crois que Nicolas nous l'a quand même mis pour le top 10 de cette semaine. Même si l'action n'a pas été à son terme, c'était quand même des dires même des commentateurs américains, le alley-oop du siècle s'il avait été réussi par Vince Carter. C'était l'alley-oop du ciel, et puis je crois que même les chaînes télévisées américaines l'ont produite le lendemain comme action du jour. Et bon, on la reverra. Donc à la mi-temps de notre Euroleague, demain, Euroleague rencontre qui opposera le Real Madrid au Benton Trevize. Beau match en perspective. Et un top 10 à la mi-temps donc. Toujours aussi spectaculaire. Retour au jeu. Toujours 13 points d'avance pour Arkansas. 5 secondes pour le shoot. Karim Reed. Et là ils sont en confiance. Ça fait plus 16. Il reste 8 minutes 10 à jouer. Arkansas qui a vraiment pris l'ascendant dans cette partie. C'est vraiment une équipe d'Arkansas qui gère très bien. Tout à l'heure avait un petit peu d'avance et essayait de se repositionner calmement en défense. Maintenant Arkansas a fait un plus grand break et se permet un peu de reprendre des risques défensivement. On revoit, il était plus d'1 mètre derrière la ligne. Karim Reed à 3 secondes du buzzer. Et puis un shoot à 3 points, une sortie de dribble telle qu'il venait de faire avant, c'est jamais facile. Et il a quasiment doublé son pourcentage à 3 points. Il était à 5 sur 16 lors des 5 premiers matchs. Il est à 6 sur 11 dans les 3 derniers. Karim Reed qui a élevé son niveau de jeu à l'image d'Arkansas, qui, je vous le rappelle, vient de remporter 4 victoires consécutives. On parlait de top 10 tout à l'heure. Le seul regret que l'on peut avoir un petit peu, c'est d'avoir un top 10 que pour les choses flashy, les choses brillantes. Et de temps en temps, ça serait bien d'avoir un top 10 rebond, un top 10 passe, parce que c'est des choses aussi importantes. On voit au football de temps en temps un top 10 arrêt des gardiens, des choses qu'on verra certainement dans le futur. Ben non, mais nous on essaye de le faire, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le top 10, mais il y a aussi bien des passes que des contres, que des shoots au buzzer. On essaye, je sais pas, Nicolas Devirieux, parce que c'est lui qui est en charge cette rubrique du top 10, essaye de nous faire quelque chose de complet. Justement, c'est pas forcément le alley-oop du siècle, mais c'est une action spectaculaire. Ça peut être Stanford qui marque 2 paniers de suite dans les 4 dernières secondes pour remporter un match la semaine dernière. Ça peut être plein de choses comme ça, et c'est vrai que le basket, c'est pas que les alley-oop ou les méga dunks. Effectivement, ce sont toujours des images spectaculaires. En parlant de dunk spectaculaire, on a quand même vu le concours de dunk féminin de la Ligue ABL avec la victoire de Sylvia Crowley qui se match les yeux bandés à l'instar de Cédric Ceballos 192. Des femmes vraiment dont le niveau est de plus en plus important. Et on a vu cette superbe femme, Sylvia Crowley, dunker. Là, c'est un alley-oop avec Anthony Boone toujours. Il continue à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marquer lorsqu'il est à 50 cm du panier. Raikoud qui prend le meilleur sur Anthony Boone.
un bon mouvement de haut panier, avec un petit shoot avec la planche. C'est une chose auquel les jeunes joueurs doivent penser. Quand ils pivotent et se retrouvent face au cercle, il faut shooter de la première vision. C'est-à-dire s'ils voient le cercle, il faut shooter avec le cercle directement. S'ils voient la planche, il faut shooter avec la planche. Ce que fait bien Fred Weiss d'ailleurs à Limoges. Il a ce petit mouvement là, oui. Il se retourne avec la planche. Avec la planche ou sans la planche, mais il ne faut surtout pas changer de shoot quand on est en l'air. Si on voit le cercle en premier, il faut shooter avec le cercle directement. Si on se retourne et qu'on voit la planche en premier, il faut shooter avec la planche. Mais quand on est en l'air, il ne faut surtout pas changer d'avis et dire tiens, je vais changer, je vais shooter avec la planche alors que je voulais viser directement. C'est là où on rate les paniers. Il faut assumer son choix. Et là, sur ces conseils, toujours aussi avisé, Arkansas qui a pris maintenant 18 points d'avance, 82-64. Une bonne option pour la victoire finale. Il reste tout de même 6 minutes 47 à jouer. Autant dire que rien n'est joué. Mais un sérieux avantage quand même pour Arkansas. Et on rebond d'Eric Wood sur ce shoot manqué de Pat Bradley. Ils sont présents partout, ils étaient un petit peu mangés au rebond en première période. Et là, les joueurs d'Arkansas qui sont revenus vraiment avec la gagne. L'envie de tout donner et mener de 2 points à la mi-temps. Ils en comptent maintenant 18 d'avance. En 14 minutes, ça fait un plus 20 pour Arkansas. L'équipe de Mississippi qui a toujours autant de mal à remonter la balle. C'est toujours dans une structure avec un meneur de jeu. Généralement sur une pression tout-terrain, on essaye de positionner 2 arrières pour que la balle puisse être transférée assez rapidement. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes joueurs et que certainement les entraîneurs d'ici la fin de saison, avant le tournoi, auront le temps de réajuster leurs équipes selon les choix tactiques des adversaires. C'est peut-être une des premières fois de la saison qui rencontre une presse tout-terrain, bien que je ne pense pas, puisque en universitaire cette année on voit beaucoup de choses qui s'effectuent tout-terrain. Donc c'est peut-être une lacune quand même de la part de son équipe. Un mal persistant. En tout cas, une série extérieure un petit peu dramatique pour Mississippi. Je vous rappelle que Mississippi, on était à 14 victoires pour seulement 2 défaites. Avant d'entamer cette série de matchs extérieurs et 2 défaites pour commencer et une 3e qui se profile à l'horizon. Une petite chauffourée là, mais rien de bien sérieux. 6 minutes à jouer. Ah bah voilà, j'en parle tout le temps des arbitres, j'avais oublié cette semaine, puisqu'on en voit un passer. Il s'agit de David Day, Don Rutledge et Tom Lopez. Après cette petite altercation entre Raheem Lockhart et Sunday Adebayo, qui prend une faute technique d'ailleurs, Sunday Adebayo. Oui, un geste dans le... Une petite discussion entre les arbitres et la table pour savoir exactement ce qui a été sifflé et dans quel sens ça va le faire après au niveau des lancers francs. Oui, parce que Sunday Adebayo a eu quand même un geste un peu dangereux. Il a voulu se créer un espace et se créer un espace avec le coude. C'est Lockhart qui est pénalisé certainement. On va retrouver Adebayo au lancer franc après cette faute technique. Alors c'est lui qui fait la technique et c'est lui qui shoot les lancers francs. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé là? On va voir les sanctions. Parce qu'a priori, si Adebayo on l'entre dans ses francs, c'est qu'il y a eu une double technique et non pas une simple technique pour lui. Oui, ou certainement la technique a dû être sifflée sur le geste d'énervement, alors que Adebayo était le responsable au début du geste d'énervement de Lockhart. Donc c'est ça, donc 2 lancers francs pour Adebayo et 2 lancers francs de l'autre côté ensuite pour shooter la faute. C'est-à-dire qu'Adebayo a shooté
lancers francs de la faute de Lockhart. Et là, il y a la faute technique. Cizé qui shoot les lancers francs de la technique infligée à Adebayo juste après. C'était un peu compliqué, mais on voit que la présence des 3 arbitres ne retire pas de temps en temps une certaine confusion, parce que c'est un jeu où il y a des décisions à prendre rapidement. Et là, ils ont été vraiment peu simples, pas clairs du tout. Donc Mississippi récupère la possession derrière. Akis Carter qui est vraiment bien pris par Tariq Wallace. Il n'a plus une seule position dans cette deuxième période. Tariq Wallace, auteur de 17 points, et vraiment d'une très bonne défense. Les joueurs d'Arkansas qui ont le sourire. Attention quand même, 6 minutes, 5,49 du moins. Même s'il y a 21 points d'avance, rien n'est joué. Il vaut mieux avoir 21 points d'avance que 21 de retard, mais on a déjà vu des retournements de situation venir de plus loin encore. Et déjà, si Cizé réussit ce lancer franc, on revient sous la barre des 20 points. Voilà qui est fait. Plus 19 pour Arkansas, 5,45 à jouer. Tariq Wallace. Bradley, allez, non, c'est une passe pour Adebayo de Derek Wood qui ressort pour Karim Reed. Non, pour Tariq Wallace, pardon. Il joue avec Karim Reed. C'est un gros match ce meneur, Karim Reed. Vraiment, il fait un gros match ce soir. Il alterne les shoots extérieurs, les pénétrations, les passes. Et on se jette de tous les côtés pour les Razorbacks d'Arkansas. On voit le cœur d'Adebayo en l'occurrence et de Pat Bradley. Regardez Karim Reed qui mystifie complètement Jaden Flanagan, son adversaire direct. Il a un superbe équilibre dans l'espace. Des épaules très fortes qui lui permettent de retrouver un équilibre dans le shoot. Le dunk raté, pardon. Derrière de Johnny Rogers, c'est le alley-oop avec Derek Wood toujours. C'est vrai que c'est comme une belle action le alley-oop. Normal qu'on la retrouve régulièrement dans le top 10 parce que c'est vrai que c'est une très belle action. C'est spectaculaire. C'est souvent efficace, pardon. On voit souvent la finalité du smash, mais la course sans le ballon est très importante. Là, on voit Derek Wood, mais il a fait un travail sans la balle auparavant qui était vraiment fait d'une manière intelligente et très vif, qui a mystifié le défenseur adverse. Et plus 23 maintenant pour Arkansas qui se dirige tranquillement vers la victoire pour conserver la tête de cette conférence SEC. Un alley-oop que l'on retrouve souvent sous les fins de contre-attaque ou sur des transitions où la défense n'est pas correctement positionnée. En France, un des plus fameux alley-oop et de la Nérode avec Dick Bleu, et dans le temps c'était Jean-Michel Sénégal avec Richard Dacoury. Et c'est un moment bien précis quand même. 80% des alley-oop se situent dans la phase 5 à 10 secondes. Sur un jeu de contre-attaque et où la défense n'est pas repositionnée correctement. On parle de alley-oop, il y en a un qui a régalé toute la Bretagne. C'est un joueur qui s'appelait Poncho Jess, qui était au club à Saint-Brieuc l'année dernière. Plus d'un mètre de détente de chaise, Poncho Jess, et à chaque match, c'était un petit peu son challenge aussi d'arriver à en caser un alley-oop, et il y réussissait quasiment à chaque fois. Darby derrière continue à être l'un des meilleurs marqueurs de Mississippi, toujours en sortant du banc. Bradley.
on voit que dans cette équipe d'Arkansas, il y a des joueurs qui maintenant viennent prendre position en poste bas, mais à tour de rôle, ils alternent sans arrêt, ce qui fait que la défense adverse au Mississippi a du mal à se positionner pour les aides, puisque à l'opposé du joueur qui est en poste bas, tout le monde est très écarté, on ne sait pas vraiment qui doit venir aider. Et bon, Nick Davis, on n'y croit plus vraiment côté Mississippi, et d'ailleurs Dolan Richardson pour Arkansas, ça fait rentrer quelques joueurs du banc avec entre autres Guy Whitley, numéro 24. Vous voyez ce qu'on disait auparavant, Nick Davis, lui vient prendre la position et il y a un temps d'avance parce que les aides des joueurs de Mississippi se regardent un petit peu, qui doit y aller, ils ne savent pas vraiment et la rotation s'effectue bien mais avec un temps de retard. Et le temps de retard, ça permet à Nick Davis de se trouver sur la ligne des lancers francs. Ça fait plaisir en tout cas de revoir les Razorbacks d'Arkansas revenir dans le gratin NCAA, eux qui avaient disparu pendant 2 saisons. Oui, mais c'est le mal souvent des équipes universitaires, c'est des cycles. Et souvent on voit un programme fonctionner pendant 2-3 saisons et ce programme a besoin de reconstruire quelque chose. Et donc c'est souvent cyclique, c'est pour ça que des équipes comme Kentucky, Georgetown, qui sont toujours au sommet, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Voilà. UCLA, tous ces affaires. Et encore UCLA qui a connu un gros passage à vide. Qui a commencé à reconstruire un petit peu son programme avec l'entraîneur Jim Harry et qui a l'air de bien continuer. Robbie Vance qui a la tête du mauvais jour, autant les 2 dernières défaites de son équipe étaient limite, autant celle-ci 21 points d'avance puisque Michael Smith vient de réduire la marque grâce à un panier à 3 points. C'est la différence entre les 2 équipes ce soir. À Arkansas, il y a un vrai meneur. À Mississippi, les 5 joueurs sont un peu meneurs. Michael White n'a pas été vraiment décisif. Et dans les moments clés, on l'avait dit auparavant, il faut que la balle revienne à quelqu'un, qu'on sache qui va assumer certaines choses. Pas simplement assumer le shoot, mais assumer les responsabilités au bon moment. Un shoot un peu particulier, la tête complètement penchée. On voit un deuxième shoot raté, mais avec le côté opposé du cercle. C'est un bon shoot quand même à 3 points. Un shoot où le joueur a lâché le bras. C'est un peu le mal des jeunes joueurs. Il faut assumer des échecs et l'assumer le mieux possible. Quand on prend un choix, il faut l'assumer. Il ne faut pas être petit bras, il faut jouer libéré. On voit la fin du programme de Mississippi qui va recevoir maintenant Alabama et Vanderbilt, 2 matchs de suite, qui va se rendre ensuite à Kentucky et à LSU. Kentucky donc le leader de la conférence SEC, mais côté Est. Un programme pas facile pour les joueurs de Robbie Vance, alors qu'ils avaient, je vous le rappelle, fort bien démarré cette saison avec 14 victoires pour seulement 2 défaites. Il va falloir déjà remporter les 2 matchs à domicile. Davis qui sort avec encore une soirée à 10 rebonds pour lui, c'est un petit peu en dessous de sa moyenne, qui est de 12. Oui, on voit une communication entre les 2 joueurs et l'arbitre. C'est une bonne chose. Ce n'était pas un coup de sifflet autoritaire, c'était une explication de texte ou plutôt un avertissement. Il y a quelques arbitres en France qui commencent à le faire et le niveau de l'arbitrage a progressé à ce niveau-là, au niveau de la communication. C'est la grosse discussion du moment d'ailleurs pour faire une réunion entre à la fois les entraîneurs, les arbitres, pour que tout le monde puisse discuter ensemble. Je pense que les entraîneurs ont été un peu sévères ces derniers temps avec les arbitres. Je pense qu'ils ont
progresser. C'est vrai que les équipes qui jouent en Euroleague ont une différence d'arbitrage, mais l'arbitrage en France a vraiment progressé au niveau de la communication, au niveau du jeu. Les arbitres laissent jouer bien et dans l'esprit. Ils sont capables de voir où est l'esprit et où est la règle. Est-il normal encore que quand même, alors que les joueurs, les entraîneurs, le staff, tout le monde est professionnel, est-il normal qu'encore il y ait des gens qui soient amateurs? C'est vrai pour les arbitres, mais autant pour les dirigeants d'ailleurs. Je pense que cela ne changera pas grand-chose. Les arbitres font le travail de mieux en mieux, demandent des cassettes de plus en plus aux entraîneurs, donc passent du temps, essayent de voir où sont leurs erreurs, essayent de s'analyser au niveau des attitudes, parce que pour quelqu'un qui est vraiment dans le match, comme les joueurs, il faut qu'ils aient quelqu'un serein en face d'eux. Il y a des garçons très sereins en proie, comme Radonjic, comme Bretagne, d'Horizon, bien sûr, ou Gasperin, qui sont des très bons arbitres et qui sont sereins, qui dégagent une sérénité, ce qui tranquillise les joueurs et n'attise pas les velléités. Et une femme dont on parle de plus en plus, Chantal Julien également, qui commence à arriver au plus haut niveau de l'arbitrage français. C'est bien. C'est bien. Mais effectivement, il y a le problème de la différence entre l'Euroleague et le championnat. Ça, c'est indéniable. Alors que l'on a vu, chose intéressante, Chris Carter retourner sur le banc pendant cette parenthèse arbitre. Chris Carter qui aura inscrit donc 18 points à 8 sur 10 en première période et seulement 2 points à 1 sur 4 au shoot en deuxième. Alors que celui qui défendait sur lui, je le répète un petit peu, mais on va souligner sa performance, Tariq Wallace a lui marqué 17 points en maintenant Chris Carter à 2 points, une grosse performance de Tariq Wallace. Moi qui regarde ça un petit peu de l'extérieur, je me permettrais de dire que je préfère l'arbitrage français qui donne l'avantage aux joueurs qui sont techniques et pas l'avantage aux joueurs physiques, ce qui permet de laisser la qualité du jeu aux joueurs qui ont des qualités techniques et qui ne jouent pas simplement pour être un peu intimidateurs. Voici un des joueurs dedans, Guy Whitney. On a Brandon Davis, le numéro 3, on a Jason Jennings, le 52. Les joueurs de banc donc pour la dernière minute 30 de cette partie. Une deuxième mi-temps archi dominée par Arkansas qui s'impose relativement facilement finalement. Avec eux, Landis Williams, le 21, avec tous ces jeunes. Leur défense avec des prises de risque a été efficace. Et les joueurs de Mississippi ont eu du mal à trouver des paniers faciles comme on vient de voir là en fixation. Andy Vance qui a d'ailleurs sorti ce joueur majeur pour faire jouer également ce joueur de banc. Le score étant acquis en faveur d'Arkansas. C'est ainsi qu'on a par exemple Hunter Carpenter ou encore Jason Familia, même si celui-là joue un petit peu plus. Secondes à jouer dans cette partie entre Arkansas et Mississippi. Arkansas qui va conserver la tête de sa conférence, ou du moins du groupe de sa conférence SEC. Cantrell réduit le score, va avoir en plus un lancer franc, mais ça ne suffira pas maintenant. Une belle victoire d'Arkansas. Jamais agréable de perdre par autant d'écart, mais pour Mississippi, il vaut peut-être mieux perdre de 17 points que de reperdre à nouveau d'un point ou 2 points, parce que quand il y a un ou 2 points, les joueurs se disent tiens, il nous a manqué juste ça, il nous a manqué ça. Donc 17 points, c'est plus flagrant et les joueurs peuvent se remettre en cause d'une manière un peu plus profonde. Alors quand on perd à 1 point, 2 points, on se dit on n'est pas loin, puis à l'arrivée on ne gagne pas les matchs. Là, il y a 17 points d'écart, il faut vraiment se remettre en cause, et ce sont des joueurs qui sont capables de le faire et de revenir le match suivant en sachant où ont été vraiment leurs erreurs, parce que perdre un match de 1 ou 2 points, on va toujours trouver des petites excuses. C'est vrai que c'est quand même difficile aussi d'enchaîner 3 déplacements consécutifs. C'est bien aussi d'alterner la maison dont on parlait.
tout à l'heure, les études en pâtissent quand même beaucoup. Donc c'est des études adaptées. – 84, les 10 dernières secondes. Un dunk de Derek Hood et une dernière possession pour Mississippi pour réduire le score éventuellement. Ce sera 3 points. Mais ça, voilà, le score final, il reste une seconde, voilà, c'est terminé. 100 à 87 en faveur d'Arkansas. On va se quitter parce qu'on est très pressé pour l'antenne. Désolé Sylvain, on va rendre l'antenne.